Je crois que nous sommes maintenant live. Je vais aller valider sur la page d'Option Travail. Donc, si vous voulez rediffuser le live dans vos réseaux respectifs, nous allons bientôt pouvoir commencer. Je m'entends dans un autre ordinateur, donc j'imagine que ça fonctionne. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Salut. Excellent. Donc, si on commence par le début, bonjour, je me présente Carl-André Poliquin. Donc, je travaille chez Option Travail et le but de ce live-là aujourd'hui, c'est le deuxième d'une série pour parler d'entrepreneuriat, donc différentes ressources qui sont disponibles à Québec pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui représentent les formations en lancement d'entreprise de la Ville de Québec et on va discuter de différents aspects du pourquoi c'est important dans le parcours d'entrepreneur d'aller se former. Et donc, on a la chance, comme je disais, d'avoir des invités d'expérience. Donc, ils vont pouvoir nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne concrètement. Donc, déjà, j'aimerais commencer par M. Jean-François Roy, de Maurice Barbeau, qui pourrait nous expliquer très simplement qu'est-ce que la formation en lancement d'entreprise. Oui, bien, avec plaisir. La formation, finalement, on apprend, quand on s'y inscrit, on apprend à structurer un projet d'entreprise, mais en même temps, on le fait. Donc, pendant la formation, vous êtes amené à réfléchir sur votre projet et à finalement le monter. Il ne faut pas oublier que c'est une formation pré-démarrage. Donc, c'est l'étape préalable au démarrage. Ça s'adresse à tout type d'entreprise. Peu importe l'état d'avancement du projet, c'est bien important parce que les gens souvent ont cette question-là. Je suis déjà en affaires, j'ai juste l'idée, ça fait 1 an ou 2 que j'y pense. Peu importe, c'est toujours le bon moment de s'y arrêter puis de réfléchir à comment on pourrait fonctionner dans 1 an, dans 2 ans, dans la prochaine année. Alors, ça s'adresse à tout type d'entreprise. Puis, évidemment, qu'est-ce qu'on y fait là-dedans? On apprend à définir un petit peu plus son projet. On fait une petite étude de marché maison pour savoir vraiment est-ce que j'ai ma place là-dedans puis comment je dois la prendre. Un petit plan de commercialisation pour bien se faire reconnaître pour atteindre ses objectifs. Et plan des opérations et un plan financier sur 2 ans. Tout ça ensemble, qu'on arrive à un plan d'affaires ou un modèle d'affaires, la personne va avoir en main l'outil stratégique pour commencer ses activités d'affaires et être bien préparé, puis un petit peu savoir. Évidemment, en affaires, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit peu il y a toujours un nuage à quelque part, il y a toujours un risque, mais en faisant cette démarche-là de formation, peut-être qu'on vient à contrôler un petit peu plus le risque, puis à se mettre plus en confiance versus son projet. Donc, finalement, ça nous permet de définir le projet qu'on a en tête, de réussir à le travailler finalement avec vous. Oui, bien, écoutez, quand on travaille sur un projet comme ça, on est en pré-démarrage, on peut se permettre de faire quelques petites erreurs qui seront peut-être moins coûteuses. On ajuste, on réoriente, on partage aussi avec les gens qui sont dans le cadre de la formation, les gens qui sont là pour nous accompagner. On peut échanger avec eux, utiliser leur expérience pour pouvoir améliorer son propre projet. Puis quand on décide de mettre la clé dans la porte et de dire on ouvre ce matin puis on commence les activités au sens figuré, à tout le moins, là, à ce moment-là, on est mieux préparé, on sait quelles sont les étapes, on sait par où commencer pour peut-être maximiser les actions, puis pour qu'elles rapportent le plus rapidement possible. Parce qu'à quelque part, quand on se part en affaires, c'est le but, c'est d'essayer d'en vivre, d'essayer de vivre de cette activité-là qu'on se crée, d'être son propre patron, mais aussi on essaie d'éviter d'en perdre le plus possible des sous. Là, on ne fait pas ça pour perdre des sous, on fait ça pour en gagner. Donc, la démarche qu'on propose, que tous les intervenants ici peuvent proposer, c'est un peu dans ce but-là. On apprend à structurer un projet d'entreprise, on le fait en même temps, ce qui n'empêche pas, parce que des fois, les gens, puis je vais prendre juste quelques secondes, là, des fois, les gens pensent qu'en étant en formation,
on s'isole de tout le reste de la planète. On est en formation, on fait juste ça. En lancement d'entreprise, c'est un petit peu différent parce que vous devez être sur le terrain, vous devez aller valider auprès de vos clientèles, vous devez aller poser des questions. Donc, si c'est possible, d'aller chercher déjà des contrats, puis de vous faire les dents sur ces contrats-là, puis de réajuster, de dire, ah, hey, finalement, le client, c'est ça qu'il veut un petit peu plus. Ils ont réagi comme ça, ben moi, j'ajuste mon offre de service. On fait tout ça dans la formation. Donc, ce n'est pas une formation théorique. C'est les deux. C'est sûr qu'il y a une petite base de théorie. Là. Je vous dirais que c'est la base. Tu sais, moi, je dis toujours, c'est la base de connaissances que tout entrepreneur devrait avoir. Tu sais, de faire la distinction entre certains concepts, certaines formes juridiques, les avantages et les inconvénients. Il y a une petite base de connaissances qu'on doit tous avoir pour se lancer en affaires. Mais après ça, ben là, c'est vraiment chaque individu qui doit faire finalement sa propre expérience puis monter son propre projet. C'est difficile des fois de tirer une ligne pour tous les projets parce que chacun a sa propre démarche. Chacun arrive aussi avec son propre profil d'expérience, de formation, mais à quelque part, c'est accessible à tous. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le monde peut s'embarquer dans cette démarche-là. C'est juste d'avoir une bonne idée, d'avoir la clientèle, puis on peut être en affaires à quelque part. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur un peu la description de la formation? C'est quand même assez clair. Jean-François s'y connaît bien aussi, effectivement. Tu sais, comme le mentionnait Jean-François, c'est vraiment toute personne qui arrive à tout âge, tout stade de projet aussi. On a des gens qui n'ont jamais été en affaires, qui arrivent ici en formation, puis qui développent dès le début de leur idée d'affaires, puis qui la développent au complet. Il y en a d'autres, à l'inverse, qui ont déjà été en affaires, ont déjà eu une entreprise individuelle, des fois deux, des fois plus, mais ont envie d'être structurés par nos équipes, que ce soit des experts. On a des experts, en fait, de tous les champs d'activité. Puis, ça va leur permettre de faire aussi un temps d'arrêt. Puis, comme le mentionnait Jean-François, d'éviter de prendre certains risques. En fait, bien, évidemment, en affaires, par définition, on prend des risques, mais des fois, le fait de non seulement prendre un recul, mais aussi d'avoir des regards extérieurs de différents spécialistes sur différentes notions va nous permettre de voir des choses qu'on n'avait pas vues toute seule dans notre bureau, de notre ordinateur. Donc, on fait, oui, de la théorie, mais on fait aussi, en fait, des conférences avec des experts de différents champs d'activité, des activités de co-développement. Le fait d'être avec différents promoteurs de tout champ d'activité confondus va nous permettre aussi de voir le développement des autres modèles d'affaires, de s'en inspirer, de pouvoir ajouter des notions dans notre modèle d'affaires qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc, oui, l'accès aux experts est super pertinent, l'accès à l'écosystème entrepreneurial, hein, ça, c'est quand même assez capital dans la vie. On a nos propres réseaux, chacun dans nos centres, mais on est connectés ensemble aussi, on se connaît tout le monde ici, puis on va se référer des gens, on va avoir de la formation continue, on va aussi référer à l'écosystème, que ce soit des comptables, des gens en marketing, des gens pour créer les sites web, etc. Donc, c'est vraiment la force de nos formations, c'est vraiment de pouvoir offrir à la fois l'académique, mais aussi l'expertise entrepreneuriale et la connexion au réseau qui est, on le sait tous, un essentiel en affaires. C'est intéressant. Donc, tu parles de réseautage pendant la formation en lancement d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la formation? Tout à fait. En fait, que ce soit, tu sais, chacun d'entre nous, on va toujours insister sur cette notion, amener la personne qui a peut-être pas nécessairement été en affaires à se connecter aux autres entrepreneurs, d'une part, que ce soit pour des partenariats potentiels, pour développer des clientèles, se faire des références entre entrepreneurs. En soi, le monde entrepreneurial est quand même très porté sur le partage, l'échange. Donc, on va, dès le départ de nos formations, leur dire, ben justement, profiter des élèves les élèves ou promoteurs, de créer des contacts, de partager. Je prends des exemples, par exemple, tout le monde va avoir à aller chercher des différentes expertises en assurance, par exemple. Ben, si on est dans un secteur similaire, ben, les démarches qu'un fait peut être utile pour l'autre à côté. Ça va nous permettre de maximiser notre temps aussi. En
affaires, le temps, c'est de l'argent. Hein, fait qu'on va souvent faciliter ça. Nous, on est en contact avec plusieurs de ces professionnels-là. Évidemment, on ne va pas favoriser une entreprise nécessairement plutôt qu'une autre, mais on va amener les gens à faire des démarches. Moi, je dis toujours, avant d'arrêter ton choix sur un comptable, par exemple, ou un avocat, va explorer qu'est-ce qu'il y a sur le marché, prends des avis, puis regarde aussi comment ces professionnels-là te ressemblent, correspondent à tes valeurs, correspondent à ta façon de travailler et peuvent répondre à tes besoins à toi. C'est pas parce que je prends un avocat, par exemple, qui va répondre très bien aux besoins de Pierre qu'il peut très bien connaître le secteur de Jacques, par exemple. Il y a toutes sortes d'expertises. Il y en a évidemment dans différentes régions. Il y en a des paquets d'experts. Puis après, c'est de voir celui qui répond le plus à tes besoins. On en a chacun, on travaille avec chacun des centres ici présents ce matin. On travaille avec des experts. Puis je pense que tout le monde, on s'entend tout le temps pour dire que ça vaut la peine de magasiner pour que ça corresponde vraiment aux besoins puis à la personnalité, je dirais même, de l'entrepreneur. Voilà. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cet aspect-là pour les professionnels? Oui. Je pense que ce qui est important, c'est de casser l'isolement aussi, travailler son projet, démarrer un projet d'entreprise tout seul dans son coin, dans son sous-sol, n'est pas forcément la bonne solution. Utiliser justement les réseaux de contact, utiliser l'intelligence collective des participants à une formation est quelque chose d'excessivement fort, excessivement positif. Donc, il faut encourager justement ceux qui ont une idée dans la tête à travailler de façon collective, à travailler dans l'écosystème et non pas à travailler de façon solitaire. Solitaire, un projet d'entreprise, c'est beaucoup plus ardu. On sait que c'est beaucoup d'investissement de temps, un projet d'entreprise, mais le faire tout seul, tous ceux qui vivent le télétravail à l'heure actuelle s'aperçoivent que travailler tout seul chez soi, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. La formation balaye un peu ces inconvénients du fait de l'intelligence collective, du fait du réseau d'experts, du fait du réseautage, du fait de tout ce réseau de contacts dans l'écosystème entrepreneurial. C'est un atout important pour créer son projet de la bonne façon. Effectivement. Puis, Christian, je pense que toi, tu as déjà fait la formation en lancement d'entreprise. Est-ce que je me trompe? Oui, il y a fort longtemps, quand j'étais un jeune homme, c'était la solution. Surtout, j'ai plusieurs choses à mon actif. C'est que je suis immigrant et en arrivant au Québec il y a 26 ans, j'ai décidé de repartir une entreprise, mais dans un secteur que je ne connaissais absolument pas, dans un pays que je ne connaissais absolument pas. Et travailler un projet tout seul en venant de l'extérieur aurait été suicidaire. Alors que là, j'ai pris une formation en lancement d'entreprise à l'époque et ça m'a permis de travailler, de structurer mon projet, de le réussir, un projet complexe, mais de le réussir et puis d'avoir une belle entreprise qui a démarré à ce moment-là. Donc, mais c'est grâce à cet environnement-là aussi que j'ai pu le faire. J'aurais fait ça tout seul dans mon coin, j'aurais jamais pu réussir ce pari-là. Mais pourtant, tu aurais eu tous les outils nécessaires parce que de ce que je comprends, tu étais déjà entrepreneur avant d'arriver au Québec. Donc, en théorie, tu avais déjà tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour dire je suis capable de faire mon projet tout seul. Mais tu as été quand même chercher de l'aide. Mais on a beaucoup dans notre cas, à l'école d'entrepreneuriat, on a beaucoup d'entrepreneurs immigrants. Quand on vient de l'extérieur, comprendre les principes de créer une entreprise au Québec est différent de créer une entreprise en France. Oui, il y a des principes de constitution d'entreprise qui sont un peu les mêmes, mais c'est important de comprendre le contexte, de comprendre l'environnement d'affaires, de s'impliquer dans un réseau. C'est fondamental, ça. Et c'est pour ça que toutes les formations ont un objectif, c'est de casser l'isolement, c'est d'intégrer le promoteur d'un projet dans un réseau qui va lui permettre de réussir et de constituer son projet de façon sécuritaire. Dans le cas d'un entrepreneur d'expérience qui veut finalement aller chercher un peu de croissance dans son entreprise, est-ce que ça reste pertinent d'aller faire la formation, même si j'ai déjà
des années d'expérience dans le corps, finalement? Oui, ben c'est ce que disait Marie-Ève. Souvent, on a des cas de personnes qui ont ou qui ont eu une entreprise, mais qui viennent resuivre une formation. Pourquoi? Pour structurer le projet, pour s'armer à l'intérieur de l'élaboration de leur projet, parce que beaucoup démarrent leur projet un petit peu de façon au feeling, puis Comme ils peuvent. ils s'aperçoivent que l'essai-erreur, ça fonctionne, mais ça comprend un certain nombre de risques. Donc, ils se disent, ah ben, pourquoi ne pas suivre une formation, pourquoi ne pas restructurer ma pensée, mon projet, puis d'arriver à une entreprise qui va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante. Luc, j'aimerais t'entendre à l'inverse pour des petits projets, pour quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup d'ambition, qui a une idée, qui a envie de mettre ça sur pied, mais qui veut pas non plus faire fortune ou créer le prochain Facebook. Est-ce que ça reste pertinent pour cette personne-là? Absolument. Bon, d'abord, chez nous, au Fonds d'emprunt, on dit toujours on démarre tous quelque part, là. Donc, on a chez nous pas de trop petits projets. Une très petite entreprise va aussi avoir grand avantage à bien se préparer. Comme on dit souvent, c'est même si c'est un tout petit projet, c'est que ça a un impact majeur sur la vie de n'importe qui. C'est que là, ils vont mettre l'ensemble de leurs ressources sur la table. C'est leur gagne-pain. Fait que là, on les fait réfléchir sur des éléments aussi basiques de dire quel est ton budget confort. Pas ton budget où là, tu es pris puis tu fais juste payer les comptes. Non plus que ce qu'on souhaite à tout le monde, mais c'est quand même assez rare, que tu t'achètes un yacht après la 2e année. On n'en est pas là. C'est de dire, ben, c'est quoi ton budget confort? Et là, comment ton projet d'entreprise peut te permettre au moins d'aller chercher cet élément-là? Donc, oui, il y a beaucoup de réflexion. Et l'avantage en cours de formation, quand on travaille soit un plan d'affaires, soit un modèle d'affaires, de toute façon, c'est juste deux façons de réfléchir. Là, c'est pas incompatible, c'est complémentaire même à la limite. Mais quand les gens réfléchissent à ces éléments-là, ils sont dans une situation où ils peuvent rejouer avec leur projet sans être en risque. Parce que quand tu es en formation, ben, tu es dans une espèce de cocon où là, on va te soutenir, on va t'aider. Alors que si tu le lances dans la vraie vie sans te préparer, ben, quand tu fais une erreur, là, ben, l'erreur, c'est de l'argent, c'est des clients, c'est peut-être même la survie de l'entreprise. Fait que oui, ils ont grand avantage. Puis oui, d'autant d'un très petit projet que n'importe quel projet. Moi, j'ai travaillé sur ce que j'aime appeler des TTE, des petites entreprises, jusqu'à de la grande entreprise. Et la réalité est toujours la même quand arrive le développement. On a besoin de se planifier, de réfléchir, de dire est-ce que c'est la bonne direction que je prends? C'est pas une question de taille, c'est une question d'acceptation du risque aussi. Pardon, vous comprendrez que, comme je disais, là, quelqu'un, parce qu'on a, oui, une majorité de femmes, par exemple, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont là, on a des gens qui arrivent et ils ont travaillé toute leur vie, puis là, ils veulent avoir un petit projet pour prendre un peu plus d'autonomie avant la retraite. Ben, tous ces gens-là, ils risquent quand même beaucoup, là, même dans un très petit projet. C'est essentiel qu'ils pensent à une formation, qu'ils pensent à réfléchir. Et la formation, comme tous mes collègues l'ont dit, c'est intéressant parce que tu as le groupe, tu as l'impact du groupe, tu as la communication, tout le monde a quelque chose à amener à l'autre. Tu sais, au début, je le dis toujours aux gens, là, les gens ont peur de se faire voler leur projet. Ça, là, tous les entrepreneurs l'ont. Moi, quand j'ai arrêté de compter les projets, là, j'étais rendu à 1500 puis je n'ai pas vu un qui se l'ait fait voler. J'ai peut-être des mauvaises statistiques ou des excellentes, là, mais voler un projet, là, c'est de l'ouvrage. Fait que là, les gens s'aperçoivent qu'ils ont avantage à s'en parler. Peut-être que moi, je veux ouvrir une petite fabrique de masques
soyons d'actualité, et quelqu'un d'autre, lui, veut offrir des services de consultation, ben, en discutant ensemble, ils vont s'aider, ils vont s'appuyer. Il y a des relations professionnelles qui se font. Alors, ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'environnement, d'écosystème. Ben, c'est intéressant, puis effectivement, je pense que ça demande un peu la pertinence de tout ça. Puis, si je fais un lien, on a une question de Mme Sophia B. Alexander qui demande, je suis en train de commencer pour acheter une bonne partie de mes équipements, mon entreprise est enregistrée, j'ai mon logo, est-ce que la formation reste pertinente? Donc, Bien est-ce qu'il y sûr. a quelqu'un qui veut se lancer pour y Bien répondre? sûr que ça reste pertinent, parce que là, déjà, elle a mis un pied un peu plus dans la réalité. Elle a déjà fait des décisions. Fait que là, c'est d'autant important de dire ben, que les décisions que j'ai déjà prises, ben, il faut que je consolide les éléments pour minimiser mon risque. Fait qu'elle a grand avantage à aller chercher une formation en lancement d'entreprise, c'est clair. Moi, ça fait aucun doute. Donc, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? J'imagine qu'elle communique finalement avec les différentes organisations donc, que vous êtes, finalement, magasine un peu à travers tout ça, voir qu'est-ce qui lui convient en fonction de ce que vous proposez comme particularité? Oui, ça peut être un magasinage géographique aussi, tu sais, ça peut être un magasinage technologique, ça peut être... Mais oui, qu'elle regarde les options. Je pense qu'il n'y a personne qui est ici qui dit qui va lever la main. Évidemment, on a tous notre petit orgueil en disant « Oh, on a perdu Luc au niveau du son. Il y a aussi, j'ajouterais par rapport au magasinage, Luc, on t'a perdu un petit peu, mais le géographique, c'est une chose. Il y a aussi les horaires de formation. Dans certains cas, on n'est pas tous au même jour. Il y a des formations de jour, il y a des formations de soir, il y a des formations hybrides, il y a des formations en ligne. Donc, ça aussi, le moment de démarrage va souvent influencer le choix également. Par exemple, il y en a qui vont avoir des nouvelles cohortes en juin. Il y en a d'autres qui, les prochaines cohortes sont en septembre, par exemple. Il y en a que ça va être le soir, les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis matin. Donc, on invite les gens à aller voir sur chacun de nos sites web la proposition, les différents groupes. Vous pouvez regarder aussi sur le sraf.com, Jean-François. En tout cas, le SRAF, S-R-A-F-P. Merci. Puis vous allez avoir dans chacune des régions, que vous soyez dans la capitale nationale ou ailleurs, je veux dire Appalaches, les différents centres qui offrent la formation. J'ai envie de juste compléter aussi, on parle souvent de formation, mais je l'appellerais plutôt un programme d'accompagnement parce que ça va bien au-delà de la formation. Jean-François en a parlé tout à l'heure. Oui, on fait des portions, je dirais, de théoriques qui sont nécessaires à transmettre, mais on a aussi toutes sortes de modalités d'enseignement et d'accompagnement individualisé. On fait du pairage pour tout le monde. On va avoir des moments où les promoteurs vont être associés avec des coachs d'affaires pour pouvoir avancer sur leur réflexion, le développement de leur stratégie d'affaires, le développement de leur modèle d'affaires. Et ça, c'est vraiment et clairement, à mes yeux, une valeur ajoutée à notre offre. Puis, le fait aussi que ce soit une durée variable. Il y a des gens qui peuvent le faire en 12 semaines. Il y a des gens qui peuvent le faire jusqu'à concurrence de 22 semaines. Ça aussi, ça va influencer le choix du centre ou en tout cas du programme, dépendamment des disponibilités en temps et aussi en fréquence de présence semaine. OK. Donc, beaucoup de flexibilité finalement à travers les différentes offres. Oui, exactement. David, est-ce que tu pourrais me parler, parce que tantôt, Luc a parlé du modèle d'affaires, il a parlé du plan d'affaires. Souvent, on va parler, par exemple, du plan financier. Comment on démêle tout ça? Peux-tu comme nous éclairer un petit peu sur qu'est-ce qu'on a besoin finalement de préparer ou quel document concrètement on va faire? Écoute, première des choses, le sujet est très large. Là, mes collègues ils peuvent en rajouter s'ils veulent. D'un côté, on a le traditionnel le plan d'affaires. Il y en a qui pensent que c'est une brique, ça d'épaisse. Le plan d'affaires qui constitue la base de toute planification. On parle du promoteur, du projet, on va parler de l'étude de marché, on va parler du plan de commercialisation, on va parler du plan des opérations et du plan financier, plus les annexes qui vont avec.
et c'est notre structure générale de projet, en fait. Si je peux m'exprimer, c'est une façon plus de planification. C'est un outil de planification, en fait. Il est moins terrain, il est plus théorique, si je peux me permettre, versus le modèle d'affaires, que lui, le modèle d'affaires, c'est plus une cartographie de son projet avec des mots-clés, des phrases-clés. Moi, j'utilise souvent le post-it. On met des idées. L'objectif du modèle d'affaires, il est plus expérimental. Donc, le modèle d'affaires il est un petit peu plus au goût du jour aujourd'hui que le plan d'affaires traditionnel l'était. Mais il y a encore des organismes et des organisations qui l'utilisent encore, le plan d'affaires. Il y a certaines banques qui l'utilisent encore. Le modèle d'affaires, c'est une manière peut-être plus aérée d'utiliser, de cartographier les parties de son entreprise, que ce soit notre proposition de valeur, que ce soit nos relations clients, que ce soit nos sources de revenus, nos dépenses, les partenaires clés. Fait que c'est une façon, en fait, le modèle d'affaires, une façon de le définir, je pense que c'est une façon, je dirais, c'est une manière de faire de l'argent. Donc, d'un côté, tu as 9 cases dans un grand tableau. D'un côté, moi, je l'appelle souvent, c'est comme une pièce de théâtre. Tu as le devant de la scène qui t'aide à générer des revenus et tu as l'arrière-scène, que c'est des actions que ton entreprise doit faire qui vont te coûter des sous d'un autre côté. Donc, le modèle d'affaires, ça se trouve être un peu la mécanique de comment l'entreprise opère, fait de l'argent. Puis le plan d'affaires, c'est le détail de tout ça, finalement. C'est le détail exact, comme l'analyse de marché. Je prends lui comme exemple. L'analyse de marché, il est souvent demandé aux entrepreneurs d'aller sur le terrain, aller chercher des statistiques de recherche. C'est très, très théorique et c'est vraiment beaucoup plus de planification. Le modèle d'affaires, il est plus axé terrain. On demande aux gens de passer en mode expérimental. Si un post-it ne fonctionne pas, je vais sur le terrain, je vais essayer telle clientèle cible avec mon produit. Là, je peux très bien changer avec un autre post-it et je fais les changements. Et les interactions se font entre les cases du modèle d'affaires. C'est plus facile, je dirais, et plus convivial d'utiliser sainement ta mécanique d'affaires à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter un peu pour la différence entre le modèle d'affaires et le plan d'affaires? Peut-être répondre. Oui, c'est qu'il faut aussi peut-être dire aux gens, aux futurs entrepreneurs ou aux entrepreneurs potentiels qui pourraient peut-être être intéressés par une démarche de formation, qu'il ne faut pas penser que c'est facile non plus. Les outils sont là maintenant, les technologies sont là. La formation en tant que telle, moi, je la qualifie d'une formation qui est mature parce qu'au fil des ans, les outils se sont améliorés, les approches, tout ce qu'on fait chacun dans nos centres de formation, dans nos organismes, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment mature à proposer à une clientèle. Par contre, là, il y a le danger de penser que c'est facile parce que j'ai accès rapidement à de l'information, j'ai accès à des modèles, à des façons de faire, j'ai des ressources. Alors, quand on s'embarque dans une démarche, il faut savoir qu'il y a quand même un minimum de travail à faire. Des fois, les gens, ils se disent, oui, j'ai beaucoup d'occupations parce que là, maintenant, on vit l'entrepreneuriat hybride qu'on appelle. C'est que j'ai plusieurs activités au travers mon démarrage d'entreprise. Et là, là, en plus de tout le reste, de la difficulté du démarrage en soi, parce qu'à quelque part, c'est un défi, mais là, j'ai le défi de la vie aussi courante là, qui s'embarque. Donc, quand c'est pas rare que les gens, des fois, nous appellent, nous disent hey, je suis à temps plein à l'université, j'ai une job à temps partiel, j'ai 2 enfants, puis là, je veux me démarrer en affaires. Oui, c'est beau, mais sois conscient que il va y avoir des heures à faire. Là. Il y a quand même du temps à investir si tu es arrivé à tes fins. Puis là, comme disait Marie-Ève, là, c'est de voir quelle est la démarche qui va répondre le plus à tes besoins. Mais il faut que ça soit un des éléments en tête de l'entrepreneur que ça n'arrive pas en cliquant des doigts. Il y a quand même un investissement à faire, un investissement personnel, mais cet investissement-là, le mot est important, peut rapporter. Alors, plus je me prépare, plus j'essaie de planifier un peu, plus j'expérimente, plus j'ajuste, à quelque part, ça va peut-être rapporter plus rapidement et plus longtemps dans le temps. C'est ça qui est important. Une petite chose aussi que je n'ai peut-être pas mentionné tantôt puis qui est très importante. Toute cette démarche-là, ça ne doit pas être... Parce que c'est déjà arrivé dans le passé que des gens me disaient, ils arrivent au centre puis ils disent « Ah, on m'a demandé de faire un plan d'affaires. » Oui, OK. La première utilité de tout ça, l'utilité, c'est une utilité personnelle. C'est pour vous que vous le faites, en premier lieu.
Vous le faites pour vous-même, pour vous donner confiance en votre propre projet, mais en ayant cette confiance-là, puis les connaissances de votre propre projet, vous allez répercuter ça sur tous les gens à qui vous allez en parler. Autant peut-être des futurs associés, des gens au niveau de la finance, peu importe. Ça va paraître que vous maîtrisez, vous contrôlez vos choses. À la différence de quelqu'un qui n'est pas sûr, bon, là, à ce moment-là, les gens d'expérience vont détecter ça rapidement. Alors, c'est peut-être une des utilités aussi à la démarche de se mettre en confiance, mais il faut que ça soit fait dans un premier objectif, c'est pour vous-même que vous le faites. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-François, effectivement, que c'est important de le faire pour soi-même, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le plan qu'on a en tête, puis de pouvoir l'expliquer. Puis le fait de l'avoir travaillé, bien souvent, ça aide à sortir les bons mots pour l'expliquer. Je pense, Marie-Ève, tu voulais renchérir aussi. Oui, j'abonde vraiment dans ce sens-là aussi de Jean-François. On voit souvent le plan d'affaires comme le résultat, c'est-à-dire le document papier, mais ultimement, c'est pas parce que le modèle d'affaires est devenu, je dirais, plus trendy que la démarche derrière n'est pas essentielle et nécessaire. Qu'il y ait ou non un document complet de 10, 15, 20, 40 pages, l'entrepreneur n'a pas le choix de faire son étude de marché, n'a pas le choix de faire une étude concurrentielle, de développer ses avantages concurrentiels, de faire un plan des ressources humaines, un plan des ressources financières et matérielles. C'est comme un passage obligé. Après ça, comment il est rendu sous forme de papier, ça, c'est pas si capital que ça. Par contre, s'il s'en va emprunter de l'argent, dans plusieurs cas d'institutions financières, le banquier ne va pas dire, ben oui, je te passe de l'argent sur la base d'un papier qui est modèle d'affaires uniquement. Il va demander un plan financier. Il faut qu'il arrive sur un document, peu importe sa forme. La réflexion aussi derrière l'analyse de concurrence, c'est avec les années en entrepreneuriat, on ne refait pas à tout bout de champ un plan d'affaires, mais on refait à tout bout de champ une analyse des habitudes de consommation de notre clientèle. Prenons juste, c'est Luc qui disait, soyons d'actualité. Présentement, la pandémie fait que concrètement, l'état de la situation au niveau politique, économique, légal, l'étude de marché comme telle est complètement différente pour certaines entreprises. Il y en a que ça n'aura pas changé énormément, mais il y en a plusieurs que le marché est complètement différent. Ils n'ont pas le choix de refaire l'étude de marché, ils n'ont pas le choix de regarder qu'est-ce que fait la concurrence pour se démarquer. Et nécessairement, ils vont faire aussi des planifications financières. C'est donc une démarche qu'on propose qui est la base des compétences entrepreneuriales qu'on aura toujours à faire tout le long de notre carrière d'entrepreneur. Donc, quel que soit le document, le ou les documents utilisés dans le cadre de nos formations, ultimement, c'est une démarche qu'on propose et qu'on aide les entrepreneurs à développer ce réflexe-là. Donc, le plan d'affaires, c'est plus un processus qu'une finalité. À mon sens, c'est plus ça. Après ça, la forme va changer parce que dans certains cas, le plan d'affaires est souvent sectionné par l'étude de marché, l'étude de la concurrence, le plan des ressources financières, etc. Souvent, on va avoir à utiliser ces informations-là. Ultimement, on a à faire comme entrepreneur à référer à une réflexion logique, structurée pour prendre des décisions éclairées. On ne va pas sortir un produit ou un service sans avoir analysé préalablement s'il y a une place sur le marché pour ça. Ça repose sur carrément une planification. Tantôt, tu le nommais toi-même, c'est une démarche de planification. On l'appelle le document final, un plan d'action, un plan d'affaires, mais c'est un plan, c'est une réflexion stratégique, logique. Merci, Luc. Jean-François avait parfaitement raison. On fait un plan d'affaires d'abord pour soi, pour se donner un guide, qui prenne la forme ensuite au niveau du livrable, que ce soit un modèle d'affaires. Un modèle d'affaires, oui, c'est 9 cases, c'est sur une seule page, mais en arrière de ça, là, il y a toute une réflexion. Ouais. La réflexion, que tu l'appelles plan d'affaires, que tu l'appelles plan stratégique, que tu l'appelles études diverses, tu vas avoir besoin de réaliser cet élément-là. Les gens qui arrivent en disant « j'ai besoin d'un plan d'affaires parce que j'ai besoin de financement », d'abord, fais un plan d'affaires pour savoir quel financement tu auras besoin, puis on passera au financement quand on en sera rendu là. Puis il faut que les gens comprennent aussi. Puis à ça, le modèle d'affaires est
résume assez bien cet élément-là, c'est que tout est interlié, interdépendant. Penser que je vais faire mon plan d'affaires d'une manière linéaire, c'est pas ça la vraie vie. Ça marche pas de même dans la vie. C'est exactement, c'est itératif, là. La partie, bon, tu commences, tu dis, écoute, bon, moi, je vais tout simplement m'immatriculer, puis j'ai telle mission, puis là, tu fais ton étude de marché, tu dis, oh, la concurrence, ah, OK. Tu revisites, puis ton étude de marché, ben, elle va te permettre de regarder tes finances, puis tu arrives avec les finances, tu dis, ça n'arrive pas comme je voulais, hein, sais-tu? Ben là, tu refais. Fait que c'est un processus qui est de réflexion et c'est une chance qu'on se donne, c'est un avantage qu'on se donne de le faire avant d'être dans le jus puis d'être dans les deux bras, les deux bras dans le travail, là, dans le cambouis. Là, on a une chance immense et c'est pour ça qu'il faut la saisir puis que ça donne un modèle d'affaires. Oui, excellent, c'est une merveilleuse carte routière pour dire où je m'en vais, comment ça travaille. Mais en arrière, j'ai quelque chose qui ressemble à un plan d'affaires. Puis j'ai un plan d'affaires, ben à quelque part, j'ai un modèle d'affaires qu'il a fallu que je réfléchisse aussi. Oui, c'est plus à la mode de parler de modèle d'affaires, mais c'est pas parce que ça va se résumer sur une page que c'est simple à faire. Là. C'est long d'être bref, je vous dirais. En effet, ce qui est plus difficile, puis je pense que ça, tout le monde va être d'accord avec ça, c'est quand on est entrepreneur et on est passionné par notre projet, ce qui est difficile, c'est pas d'en parler, puis d'utiliser beaucoup de mots, puis de décrire, puis de donner des exemples. Puis souvent, ce qui est le plus simple, c'est de dire en une seule phrase, qu'est-ce que je fais, à qui je l'offre, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est ça. Puis moi, je leur parle toujours de deux éléments, des expressions que les gens suivent la formation ont entendu souvent. Un, ne laisse pas tomber grand-mère. Autrement dit, si ce que tu nous dis, ce que tu écris, c'est tellement compliqué qu'il y a juste un expert qui comprend, ça ne fonctionne pas. L'expert, là, les gens disent, oui, mais je veux, quand je m'adresse à un expert, qu'il me comprenne. Parle simplement, puis s'il trouve que c'est intéressant, lui, il va te poser les questions qu'il faut. Mais la personne qui te lit doit le comprendre. Puis deuxième élément, je dis toujours, regarde la réalité dans l'œil du client, pas dans ta réalité à toi. Okay? Un exemple simple, là. J'avais quelqu'un qui voulait ouvrir un café de spécialité. Donc, avec il y avait même un torréficateur. Donc, lui, c'était vraiment du café haut de gamme. Puis là, quand il arrivait globalement dans son marché total à regarder, il disait, ben, écoute, j'ai pas vraiment de concurrent. Puis là, quand je suis arrivé, puis j'ai dit, ben, c'est dommage, là, mais tu vas aller chez Tim Hortons, puis c'est un concurrent. Là, il a failli mourir, le pauvre homme. C'est pas du café. Ça, c'est ta perception d'expert. Le client, lui, là, ben, toi, tu offres un café, puis Tim Hortons en offre un. Je n'ai pas à juger du choix du client, c'est l'œil du client. Donc, mais ça fait partie de la démarche. Effectivement, c'est un bon exemple. De se ramener, là, tu sais. Christian, toi, quand tu es arrivé ici au Québec, puis tu as dû faire le plan d'affaires, est-ce que tu l'as vécu un peu comme ça, justement, pour d'abord toi-même le faire pour toi? À l'époque, le modèle d'affaires n'existait pas. Ça, c'est un premier point. Donc, ça simplifiait pas mal la réflexion. Et puis deux, ce que je veux dire, c'est que pour démarrer une entreprise, il faut penser à tous les aspects pour, oui, la concevoir, mais surtout pour l'opérer. L'opérer, c'est beaucoup de détails, c'est de penser à tout, dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Tout à l'intérieur d'une entreprise est sujet à processus, que ce soit la commercialisation, le service client, les opérations, les ressources humaines, la gestion comptable, tout est une affaire de processus. Si je ne les réfléchis pas avant mes processus, comment je vais opérer mon entreprise? Je vais faire ça juste au feeling chaque jour, là, comment je vais opérer? Ben non, il faut que je sache comment je vais traiter une commande, comment je vais fabriquer mon produit, comment je vais livrer mon service, comment je vais faire mes campagnes de communication puis de publicité. Il faut que je pense à tout ça. Donc, c'est là que tout le monde dit il y a un travail important à faire. Ben, bien sûr qu'il y a un travail important à faire.
Parce que plus je me prépare avant, plus je sécurise mon démarrage et mes premières années de vie. Et on sait que pour les entrepreneurs, pour les startups, les premières années, c'est plus difficile. Donc, plus je vais faire un effort avant et je vais me concentrer sur l'élaboration de mon projet, et plus j'ai des chances de vivre correctement le démarrage de mon entreprise. Donc, l'aide qu'apporte l'ensemble des formations est justement sur le fait de se structurer, de réfléchir à son projet. Ça évite pas ça n'empêche pas les tests, les démarrages en MVP, ça n'empêche pas tout ça, mais ça me permet vraiment de travailler dans la profondeur de mon projet. Puis quand on a des projets complexes comme un restaurant, par exemple, ou un café dont on parlait, ben, les opérations dans un restaurant sont compliquées. Elles sont multiples, elles sont compliquées, je dois verrouiller tout ça, ben, je n'ai pas le choix de les réfléchir avant. Parce que mon client, une fois qu'il est rentré chez moi, il s'attend à avoir un produit de qualité, un service de qualité, puis un service et un produit constant. Donc, il faut que je maîtrise tout ça. Vais-tu faire ça sur le tas ou je vais faire ça en réfléchissant à comment je le fais? Ben, il vaut mieux réfléchir à comment je le fais. En effet. David, comment tu calculerais un peu le dosage justement de travail de terrain et de travail de réflexion qu'on doit avoir? Parce qu'en théorie, si on est trop sur le terrain ou trop dans la réflexion, il nous manque une portion de je dirais que oui, vite comme ça, je dirais oui, ça prend un mélange des deux, mais globalement, il faut être un peu plus sur le terrain, c'est sûr. Mais la réflexion, on ne peut pas aller sur le terrain si on n'a pas pris la peine non plus d'avoir réfléchi, comme tous mes collègues l'ont très bien dit. Bien beau faire un modèle d'affaires, un plan d'affaires, si on n'a pas une réflexion derrière ça, on ne s'en va pas cogner à une porte comme ça sans préparation. C'est comme de la vente, c'est 50 à 80% de préparation aujourd'hui. Il faut avoir un plan, il faut travailler une réflexion. Là, tu veux savoir le nombre d'heures que ça demande? Ou... Ben c'est plus l'équilibre parce que je me dis, c'est comment on fait quand on est en plein dans son projet, en plein dans la réflexion, de dire, ben là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois essayer de travailler mon étude de marché ou est-ce que je dois aller envoyer des sondages pour faire, donc l'espèce d'équilibre terrain-théorie qu'on doit avoir finalement quand on fait cette démarche-là de démarrage? C'est sûr que le pourcentage, je ne le sais pas, là, mais je sais très bien que ça prend un mélange des deux. Il faut que tu aies un peu de théorie, il faut que tu aies un peu de réflexion, mais le terrain, il est très important. C'est la représentation de ce que tu as fait, là, de ce que tu as réfléchi. Là. Donc, ça prend vraiment les deux. On a une question ici de Nat Mazo qui demande quel statut d'immigration est-ce qu'on doit avoir pour créer une entreprise au Québec. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici veut se risquer à ce niveau-là. Je pense qu'il y a plusieurs qui ont des entrepreneurs immigrants. Oui, Christian? Il faut que tu sois résident permanent, où il y a certains visas qui te permettent effectivement de démarrer une entreprise, mais c'est principalement résident permanent qui te permet de démarrer une entreprise. Un statut temporaire limite considérablement la capacité à partir une entreprise. Donc, c'est une règle, 18 ans aussi, l'âge, et puis le statut de résident permanent est l'un des éléments primordiaux. Puis qui on doit voir si justement on a des questions dans ce sens-là, ou est-ce qu'on va contacter directement le ministère de l'Immigration, ou est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à ces questions-là? Bon, la plupart des organismes de formation sont au courant de ces éléments-là et vont guider la personne sur le parcours à avoir et les minimums requis pour démarrer une entreprise au Québec ou au Canada. C'est assez connu. Je ne pense pas que ça nécessite une démarche. Le statut de l'immigrant va déterminer assez rapidement s'il a la possibilité ou non de partir une entreprise au Québec ou au Canada. Donc, on en revient à la même logique, finalement, de la démarche à faire, c'est de vous contacter, puis de poser des questions, puis de vérifier si ça correspond à sa situation personnelle, finalement. Ben, tous les organismes offrent cette structure d'accompagnement, cette structure d'information qui va permettre à l'entrepreneur potentiel de savoir si, oui ou non, il a les outils pour partir et réussir son projet. C'est ce qu'offrent toutes les structures. C'est commun à tout le monde. Ça. On accompagne, on forme,
mais surtout on accompagne. L'accompagnement, il est très large. Donc, il peut aller dans toutes les sphères d'activité, y compris dans l'accompagnement vis-à-vis du visa et puis de ma situation en tant qu'immigrant. Ben oui, je vais aller jusque-là. Excellent. Il nous resterait quelques minutes donc, à ce live. Je ne sais pas si vous voulez faire tout simplement une minute chaque là, pour le mot de la fin. Ben, moi, j'ai peut-être un petit en fait, c'est comme un conseil. Parce qu'en écoutant parler les gens, je dis, il y a un petit aspect qu'on a oublié de mentionner, qui est super important. Quand on investit du temps dans une formation comme ça, ou dans une démarche de préparation pour se démarrer en affaires, moi, le conseil que je donne, c'est faites pas ça juste un temps, démarrer son entreprise, puis mettre le document ou le fruit de notre réflexion dans le tiroir, ferme le tiroir, c'est fini, bonsoir. Ce document-là ou cette réflexion-là, peu importe quel nom on va, puis quelle forme que ça prend, il faut la ressortir une fois de temps en temps et dire hey, je suis encore sur le chemin que je m'étais donné au départ. Je m'enligne-tu vers la bonne place? Pas pour rien qu'on fait ça. On a parlé de stratégie tantôt. Ben, c'est ça que ça demande, de ressortir ça une fois de temps en temps puis de s'assurer qu'on est toujours dans le même chemin. Et si le chemin a changé, ben, de prendre action rapidement pour que tout le reste de mon entreprise suive. Alors, le danger, c'est d'attendre un an et demi, puis de faire face à des difficultés, alors que si on s'était posé des questions avec les outils qu'on a pris le temps de développer et de réfléchir, peut-être qu'on aurait pu profiter de certaines opportunités rapidement. Puis, bon, l'entreprise, tu sais, quand on dit que l'entreprise, les 2 premières années sont importantes, c'est ça aussi. Alors, ce que je conseille, c'est peut-être que si vous prenez la peine de vous embarquer dans une démarche telle que nos organisations l'offrent, écoutez, vivez avec votre document, vivez avec le fruit de votre réflexion, puis profitez-en, mais pas juste d'une façon ponctuelle au départ, mais de façon régulière dans les premiers 12, 18 mois de votre entreprise, à tout le moins. D'ailleurs, c'est toujours utile, là, mais d'autant plus important dans les premiers mois de vie de l'entreprise. Excellent, merci. Je pourrais y aller aussi, moi, je conclurais en disant que pour connaître évidemment tous les centres, mes partenaires, dans l'ensemble des cas, ce sont des passionnés qui enseignent et honnêtement, on veut tellement que les projets réussissent qu'on fait tout en notre possible pour mettre les ressources, la structure autour pour que les promoteurs qui se présentent en programme d'accompagnement comme les nôtres puissent démarrer sur des bases solides, d'une part, qu'il y ait des projets qui soient viables, qui répondent vraiment à un besoin qu'il y a dans la société, qui soit rentable parce qu'on s'entend que c'est une base, mais aussi, on l'a mentionné à quelques reprises, qui représentent, qui correspondent en fait aux forces puis aux bagages, aux valeurs des entrepreneurs qui poussent ces projets-là. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée, mais si ça ne repose pas sur nos forces, nos valeurs, c'est pas en cohérence avec qui on est comme entrepreneur, le projet risque de ne pas durer si longtemps. Donc, on met vraiment tout dans chacun de nos centres en branle pour pouvoir faire en sorte que ces projets-là réussissent puis qu'ils permettent aux entrepreneurs qui sont engagés dans ces projets-là d'être heureux finalement au travail. Merci beaucoup. David? Oui, mais moi, je rajouterais aussi, ça rejoint un peu ce que mes 2 précédents collègues ont dit. Moi, je persiste à penser aussi que avant d'investir, il faut investiguer. Vous prenez le temps de faire la réflexion. On a tous des beaux programmes qui correspondent à plein de solutions. On a des solutions qui répondent à plein de besoins. Puis de choisir la bonne formule, c'est libre à chacun. Puis c'est pas tout le monde qui va se partir en affaires non plus. Les gens qui suivent la formation, je pense que c'est important de le dire. C'est pas parce que tu suis la formation que nécessairement tu vas démarrer en affaires nécessairement. Puis justement, l'aspect d'accompagnement qu'on offre, que tout le monde offre en fait, puis de réflexion derrière ça permet de vérifier est-ce que c'est vraiment fait pour moi le monde des affaires. Puis sincèrement, que moi j'ai un entrepreneur que finalement ils me disent c'est pas pour moi finalement David le monde des affaires. Je ne considère pas que c'est une défaite en soi. C'est justement, il a pris un bon chemin pour le découvrir et de l'analyser. Qui ne coûte pas cher. Oui, c'est ça. En plus.
Et ça, c'est un des points aussi qui est important. La plupart des formations qui sont représentées par les organismes ne sont pas dispendieuses. Donc, c'est juste un investissement de temps. Ce n'est pas un investissement financier. Donc, c'est de la responsabilité de la personne aussi d'avoir cet engagement vis-à-vis de lui-même et de son projet en se disant, OK, je ne prends pas un gros risque financier, mais je dois investir du temps sur mon projet. Donc, c'est mon choix à moi. Et il faut que je respecte ce choix. Il faut que je me respecte dedans. Il faut que j'investisse ce temps-là pour réussir mon projet. Et je rejoins Marie-Ève là-dessus aussi. Il faut que j'ai un projet dans lequel je vais être heureux. Partir en affaires pour être malheureux, c'est une catastrophe. Il y a suffisamment de tracas de gestion comme un entrepreneur pour ne pas avoir un projet où je suis heureux, qui corresponde à mes valeurs. Donc, important de se questionner au départ sur la mission, la vision de mon projet par rapport à moi comme entrepreneur. L'entreprise, c'est moi. Donc, si je ne fais pas cette réflexion-là au départ, oui, je vais suivre une formation, je vais avoir un projet, mais je ne le partirai pas parce qu'au bout d'un certain temps, je m'aperçois que ça ne correspond pas avec ce que j'ai envie de faire dans la vie, ça ne correspond pas avec mes valeurs. Ben, alors oui, je vais avoir acquis des connaissances, mais j'ai peut-être manqué mon coup au départ. Là. Donc, il faut questionner, il faut se questionner. Et je pense que tous les organismes questionnent aussi l'entrepreneur sur ce qui l'anime dans la vie et puis pourquoi il fait son projet. Donc, ça, c'est l'étape de départ de toute formation. C'est on questionne l'entrepreneur sur lui-même. Après ça, on parle du projet. La connaissance de soi, effectivement, c'est la base, je pense, de l'entrepreneuriat pour pouvoir faire un projet qui nous ressemble, finalement, effectivement. Luc, le mot de la fin? Le mot de la fin, excusez le bruit, c'est l'avantage ou l'inconvénient du télétravail. Il y a des gens qui passent sur ton dos. Alors, je m'en excuse pour le son. C'est clair que, comme on disait tout à l'heure, quand tu es dans un processus et que tu prends ton plan d'affaires une fois qu'il est terminé, que tu le mets dans le tiroir, je veux dire, tu manques une merveilleuse opportunité de revenir sur ces éléments-là. De penser que tu vas faire exactement ton plan d'affaires et que ça va rentrer parfaitement, ça aussi, ça fait partie de la pensée magique. Là. La vie, c'est pas ça, ça va se modifier, d'où l'importance de garder un œil sur ça. Parce que moi, j'ai eu des gens qui me disaient, ouais, mais moi, c'est simple, j'ai un produit pour les jeunes, oui, mais les jeunes de 2020, c'est pas la même chose, assurément, que seront les jeunes en 2025 ou en 2030. Si tu n'es pas capable de t'ajuster, ben, tu vas être dépassé de toute manière. Donc, il faut revenir. C'est pour ça que ce n'est pas un livre que j'écris, c'est une réflexion que je fais, que je dois revisiter constamment. Ça, c'est clair aussi. Et puis, comme aussi David disait, quelqu'un qui arrive en cours de processus ou à la fin qui dit, ben écoute, mon projet n'est pas viable, ou finalement, c'est plus compliqué que je pensais, ben, ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est une merveilleuse réussite. C'est quelqu'un qui ne s'est pas lancé dans un mur à haute vitesse. On a gagné quelque chose. La personne, de toute façon, a partagé des choses, s'est ouvert, a exploré, a fait de la connaissance de soi. Fait que cette démarche-là de réflexion, c'est un plus, peu importe le résultat. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs aussi parce que j'ai donné pendant 5 ans au Fonds d'emploi la formation du soir. Ben, les gens qui suivaient la formation du soir, ce n'étaient pas des gens qui avaient nécessairement une idée d'entreprendre la semaine suivante, la fin de la formation. C'était des gens qui avaient peut-être le goût d'entreprendre dans 1 an, dans 2 ans. Mais ça, c'est merveilleux. C'est sûr qu'on leur dit, on vous accompagne, on ne vous laisse pas tomber, mais de votre côté, arrêtez pas non plus de réfléchir à l'intérieur de votre projet. C'est pas mal les éléments que cette formation-là, c'est plus qu'apprendre à rédiger un plan d'affaires puis à savoir qu'est-ce que c'est qu'un seuil de rentabilité. C'est bien le fun à savoir, mais ce n'est pas que ça, une formation. C'est un épisode où là, on apprend à réfléchir puis à regarder tout l'entrepreneurship et nous, comme personnes, qui on est là-dedans. C'est super intéressant. Puis
pour le mot de la fin, pour répondre à la question de Sophia, finalement, où est-ce qu'on va à Québec si on veut cette formation-là? Donc, je vais tout simplement renommer mes invités et là où ils travaillent, puis finalement, ça résume un peu ça, mais je vais aussi mettre dans la description de la vidéo le lien vers vos différentes organisations. Donc, comme ça va être beaucoup plus simple pour les personnes afin de retrouver le tout. Donc, on a Christian de l'École d'entrepreneuriat. C'est l'École d'entrepreneuriat de Québec, c'est bien ça. Jean-François Roy, qui est à l'école de Maurice Barbeau, le CFP Maurice Barbeau, en fait. David Tremblay, qui est dans le CFP de Fierbourg. Luc Savard, au Fonds d'emprunt à Québec. Et Marie-Ève Leclerc, de Capital Entrepreneur. Donc, ce sont tous des formations en lancement d'entreprise qui ont tous leurs caractéristiques, qui ont tous un petit peu leurs touches différentes. Donc, l'idée, je pense, c'est vraiment de les contacter individuellement, puis de comparer, de voir avec qui il y a un fit pour X ou Y raison. Donc, rendu là, ce sera au choix de l'entrepreneur, mais je pense que ça a été assez bien expliqué que peu importe où on va travailler en collaboration ensemble à travers l'écosystème entrepreneurial à Québec. Donc ça, je pense qu'il y a une belle collaboration à travers les différents intervenants. Puis je suis quand même très satisfait, très heureux de vous avoir tous aujourd'hui autour de la même table virtuelle ou du même micro. Donc, ce fut un plaisir pour moi. Luc, je pense que tu voulais rajouter... Juste un petit élément, c'est que tout entrepreneur aussi qui est en situation de sans-emploi actuellement pourrait aussi avoir droit, selon certains critères, à une mesure qui s'appelle le soutien au travail autonome, qui permet de recevoir une allocation financière pour justement avoir le temps pour élaborer son plan d'affaires et pour lancer son entreprise. C'est un programme qui peut s'échelonner jusqu'à un maximum de 52 semaines avec à peu près 459 $ c'est brut par semaine, mais avec une possibilité de gain. Fait que ça, c'est un outil qui s'ajoute à des possibilités pour suivre, puis c'est peu importe où la personne va suivre sa formation, là, le programme n'est pas tagué à une organisation. Oui, on en est gestionnaire, mais c'est ouvert à tous. C'était peut-être un élément additionnel là, que je voulais amener. Effectivement, c'est une mesure super intéressante là, qui permet de se lancer en affaires avec un petit peu moins de risques, en quelque sorte, parce qu'on a un salaire pour le faire. Donc, effectivement, c'est super intéressant. Puis des ressources comme ça, il y en existe plein. Puis j'invite les gens qui ont des questions à tout simplement les poser. Je pense que ça fait partie un peu du propre des entrepreneurs d'oser aller au-devant des choses puis de questionner les gens, à savoir est-ce que ça me convient, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce qu'il existe quelque chose pour ma situation. Donc, n'hésitez pas dans ce sens-là à questionner les gens. N'hésitez pas à contacter les différents intervenants qui sont là aujourd'hui. J'espère que ce fut bien agréable pour tout le monde. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, sur ce, on te remercie de l'opportunité. C'était intéressant et très agréable. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.